si un jour je dois donner un exemple de joueur de soccer à suivre au Québec à mon garçon Lucas, ça sera assurément mon prochain invité. Il portait le numéro 8 avec l'Impact de Montréal. Il était aujourd'hui l'assistant entraîneur de cette dite formation. Il était le maître de son destin, le numéro 8, Patrice Bernier. Salut Patrice, comment ça va? Allô, ça va bien. Patrice, je suis en train de lire ton livre Maître de son destin, qui est écrit par Mathias Brunet. Écoute, je suis en train carrément de dévorer le livre. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien raconté. On parle bien sûr de ton histoire là-dedans, et c'est drôle de savoir que, écoute, toi à l'époque, on dirait que tu avais comme tous les talents. Tu aurais pu jouer au hockey parce que tu avais un talent assez dominant aussi du côté du hockey. Tu as joué dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec avec les Foreurs de Val-d'Or. Il y avait également le soccer. Ça a-tu été si difficile qu'on peut le décrire dans le livre de faire le choix? De ton côté, écoute, c'était simple, là, c'était le soccer, on le voit clairement, mais n'empêche, tu sais, t'es au Québec, le hockey c'est important, il y a plus de débouchés, papa, lui, avait le goût de pencher un peu plus vers le hockey. Ça a-tu été si crucial que ça comme décision? Tout d'abord, je me remercie Mathias Brunet parce qu'il a bien retranscrit mon histoire. Donc, ça commence par là. Puis les éditions Groupe Homme, parce que ils ont quand même pris la décision de vouloir embarquer dans cette aventure. Mais prendre la décision, ouais, c'est pas évident. Je pense qu'à l'intérieur de moi, je savais que j'étais beaucoup plus passionné de soccer, que c'est ce que je voulais faire comme métier, ou du moins comme profession. Et je pense que ma mère a encore quelques rédactions d'enfance où ce que j'ai marqué que je voulais jouer au soccer professionnel. Mais tu grandis, je suis né au Québec, grandi au Canada. Mon père m'a mis dans le hockey pour couvrir l'année, et puis tu fais bien et tu avances dans les échelons de ce qui est la sphère du monde du hockey. Mais en même temps, tu veux aller de l'autre bord puis tu veux faire un parcours au soccer. Je ne pouvais pas dire, non, je vais laisser la Ligue majeure du Québec ou ce que tu es aux portes, si on peut dire, d'être repêché à la Ligue nationale et de ne pas voir. Mais j'étais un peu quelqu'un qui était entre deux chaises, mais qui voulait vraiment une chaise plus particulièrement que l'autre. Sauf que les débouchés n'étaient pas devant moi. Il n'y avait pas vraiment rien d'accessible à part pour aller aux équipes canadiennes juvéniles. Tandis que le hockey, c'était clair, le chemin est tracé. Tu fais le midget 3, tu vas à l'Équipe majeure du Québec, puis tu espères d'être repêché en Ligue nationale ou du moins faire un parcours professionnel après dans les autres ligues. Mais non, moi, mon choix était fait. C'est juste que tout simplement un soir de junior majeur, j'ai été échangé. Et donc, le hockey m'a permis de vraiment enlever le band-aid, si on peut dire, et me permettre de vraiment concentrer puis d'aller à 100% du côté de la route du soccer. Faut pas nécessairement négliger ton impact au hockey parce que j'ai l'impression que ça a eu également, des grands bénéfices pour toi au point de vue du soccer. Je pense que les deux sports se complétaient quand même relativement bien. Oui, non, moi, je vais jamais dire que le hockey, non, je crois que les deux sports s'entremêlaient bien au niveau de ce que ça peut m'apporter. Moi, là, je crois que le hockey m'a autant formé pour le soccer que le soccer l'a fait. Des capacités à penser très rapidement parce qu'on sait bien que sur une patinoire, c'est 50 joueurs, 55. Ça va très rapidement, puis je veux surtout jouer défenseur, donc il faut toujours avoir la tête qui tourne pour pas se faire prendre dans sa zone, en sortie de zone. Donc, ça apportait des outils qui m'aidaient au soccer, surtout en tant que milieu de terrain. Les mises en échec, tout ça, le pouvoir, comment transférer son poids pour encaisser les mises en échec. Donc, ça m'a aidé surtout dans mon équilibre, dans ma façon de protéger le ballon au soccer. Non, moi, j'ai toujours adoré le facteur d'avoir joué deux sports. Je pense même aussi caractéristique peut-être cardiovasculaire, le arrêt, le stop and go du hockey m'a permis d'être capable de répéter les actions peut-être encore plus souvent au soccer et m'a développé athlétiquement pour être un bon joueur de soccer et complet sur l'aspect physique. Donc les deux sports il aide même que maintenant je joue encore un peu au hockey. Donc clairement la partie hockey a aidé le cheminement soccer, même si j'ai été professionnel seulement au soccer. Donc, moi, je suis un grand partisan de multisport parce que je crois que les perspectives nous permettent
si un jour on choisit un sport, de vraiment avoir une différente approche, une différente façon de voir les choses. Dernière question par rapport au hockey avant qu'on tombe sur le soccer. Écoute, dans ton cheminement, tu as rencontré un gars comme Steve Bégin. On regarde vos personnalités. OK, Steve est quelqu'un de super explosif, prêt à mourir sur la patinoire, le démonte, est enflammé. De ton côté, plus calme un peu, plus posé. Même, je lisais dans ton livre, des fois, tu avais l'impression même que les gens avaient l'impression que tu t'en foutais ou pas loin, parce que, disons, un langage corporel plus relax, plus tranquille, plus dans sa bulle. C'était comment de jouer avec Steve? J'ai comme l'impression que c'était comme deux personnalités complètement opposées. Ah, c'est la beauté d'être dans une équipe. Hein. Il y a toutes sortes de personnalités, de différentes caractéristiques de joueurs. J'ai la grande chance d'être dans une équipe où il y avait Roberto Luongo, Steve Bégin, Jean-Pierre Dumont et compagnie, parce qu'il y avait beaucoup de bons joueurs qui ont joué à cette époque-là dans les Journaux du Québec, mais surtout fort le Val-d'Or. Mais avec Steve, oui, Steve, c'est le genre de gars que moi, j'étais défenseur, puis tu savais que quand la rondelle t'envoie dans le fond de la zone à l'entraînement, mais c'est le genre de joueur que tu dois te dépêcher. Parce que non seulement il est rapide, il est explosif, mais c'était quelqu'un quand même qui n'avait pas un gros gabarit, mais comme on dit au hockey, qui faisait fort. Donc, qui frappait fort, qui était costaud, qui était raide. Donc, son style, puis c'était le capitaine aussi dans le temps. Donc, c'était quelqu'un qui menait par l'exemple. Quelqu'un qui se donnait, qui était dévoué à chaque présence sur la glace. Et donc, à la fin, quand tu le regardes aussi, c'est bon, il faut que je me donne un peu plus parce que Steve, lui, semble jamais arrêter. Moi, j'avais plus le style un peu de patience avec la rondelle, jouer en défense, peut-être plus au niveau de la vision, pas en tant que défenseur. Mais lui, c'était quelqu'un de chaque chiffre sur la glace, c'était le même, si on peut dire, parce qu'il est tout le temps à 100 000 à l'heure. Il est tout le temps à 110 %. Et c'était quelqu'un que, moi, en tant que joueur, je regardais, puis je me dis, tu peux pas te permettre de pas te donner parce que tu vois que lui, il arrête pas. Il n'y a pas un chiffre qui ne se donne pas à 100 %. Ou ce qui, comme j'ai dit, il donnait vraiment l'exemple, puis tu vois pourquoi il a réussi, parce qu'il avait une détermination, une volonté qui surpassait la majorité de certains joueurs avec qui on a joué ou contre qui on a joué. Puis c'était bien joué avec lui. Puis quand même, Jean-Major, il a marqué son lot de buts. Mais avant tout, c'est quelqu'un que je sais qui amenait une crainte, une peur, parce que avec l'intensité qu'il arrivait, même s'il venait pas de plaquer, juste la façon dans laquelle il patinait avec cette vitesse et cette fougue, il pouvait intimider l'adversaire. Et moi, il m'a aidé à être un meilleur défenseur parce que à l'entraînement tous les jours, il faut que tu penses plus vite. Il faut que tu agisses plus vite quand tu as un gars comme Steve Bégin qui vient te pourchasser pour la rondelle. Ça fait partie du temple de la renommée du soccer québécois, tout comme ton père. Bon, écoute, oui, tu avais tes idoles au soccer quand tu étais plus jeune, tu avais tes idoles au hockey également, mais j'ai l'impression que finalement, ton vrai idole, c'était ton formateur, c'était ton père. Moi, mon père, je suis pas un gros fan de dire le mot idole, parce qu'idole, pour moi, c'est que tu veux copier cette personne-là. Je suis plus des personnes qui t'inspirent, mais clairement, mon père, c'est mon modèle. C'est mon modèle numéro 1. Ça sera toujours mon modèle numéro 1. C'est quelqu'un qui a toujours eu cette approche. Si je suis comme on dit que je suis ou que je sais que je suis, ça vient un peu aussi de l'exemple de mon père, quelqu'un qui est très serein, calme, posé. Et il y avait toujours ce petit mot, ce conseil, cette façon pédagogique de me faire porter attention. Puis quand tu es jeune, que les parents te disent des choses, des fois ça passe dans une oreille, ça sort dans l'autre. Mais souvent, il y a des trucs qui me disaient que sur le moment, j'avais peut-être l'air de ne pas le retenir, mais ça m'a marqué au courant de mon processus de devenir, d'être un jeune, un adolescent, à devenir un adulte, à devenir un joueur de soccer professionnel. Et puis mon père, tout le long de ma carrière, m'a suivi. Même quand il n'y avait pas l'époque maintenant des matchs qu'on peut voir un peu partout à travers le monde à cause de l'Internet. Et il suivait les descriptions, les transcrits en norvégien, en allemand, en danois. Je ne savais pas comment il faisait, là, mais il suivait, puis toujours un bon mot pour me faire réfligir. Et ce qui fait que la façon que je joue, ça vient ça, c'est qu'il faut toujours que mon action il y a un lien, on dit en anglais un purpose. Il faut que ça fasse du sens pour moi quand je fais. Donc, quand la façon que je joue, ça vient aussi cette formation que mon père m'a fait au niveau de communication et de conseils qu'il m'a donné depuis tout petit.
Oui, puis il était ouvert d'esprit parce que, écoute, son père à lui ne voulait pas qu'il devienne un sportif professionnel. Et de ton côté, écoute, c'était ton rêve, c'était une vision, c'était quelque chose que tu voulais absolument depuis que tu étais tout jeune. Et crime, il t'a donné la chance de réaliser ton rêve. Oui, tu sais, la particularité de mon père, lui, est parti, les gens le découvriront dans le livre, mais mon père est parti de la petite île d'Haïti. Il s'en est venu au Québec. Et lui, de mon grand-père, de mon historique familial, c'est que le sport, c'était pas nécessairement bien vu. Et moi, voyant que on m'a mis dedans et puis que les choses allaient bien, ben mon père m'a jamais vraiment freiné. Mon père a toujours regardé quelle est la meilleure situation pour Patrice. Et donc, j'en suis chanceux parce que j'ai jamais eu ce sentiment de pression de devoir exceller à tout prix pour plaire à son père. C'était plus faire mon chemin. On sait tous qu'on veut plaire à nos parents, mais c'était faire mon chemin à ma façon, mais que mon père était là pour m'accompagner puis d'être sûr que c'est moi qui est maître de mon destin et non pas disons, la vision, la volonté de mon père. Tu as commencé, on va dire, moi, du moins, c'est mon appréhension. Tu as commencé professionnel dans la NCAA, puis je dis ça de même parce que je sais bien que la NCAA, c'est pas professionnel, mais c'est tout comme. Écoute, tu joues devant 30, 40, 50 000 personnes. Écoute, c'est gros la NCAA. Penses-tu que c'est vraiment ça qui t'a préparé le mieux à ton parcours professionnel? Ben, la NCAA, c'est où j'ai commencé à rentrer en tant que joueur de soccer à temps plein, si on peut dire, parce que j'ai jonglé les deux entre le soccer et le hockey. Et quand j'ai eu ma bourse d'études universitaire, ben, j'ai pu commencer à rentrer dans un monde où là, je me concentre sur le soccer régulièrement en même temps que les études. Et puis qu'après, après, j'ai simplement être dans cette giron-là. Ben bon, c'est un petit giron. Oui, les 34 000, c'est plus pour le football américain puis le basketball. C'est juste plus dans l'aspect professionnalisme. C'est là que apprendre à m'entraîner régulièrement pour le soccer, et la musculation, tout ça, c'est venu en étant à l'université parce que c'était des choses que même si aux ligues majeures, on le voyait, c'était pas pointilleux, c'était plus ce qui était par toi-même. Tandis qu'à l'université, c'est là que j'ai compris la préparation, s'entraîner contre des joueurs, et jouer contre des joueurs de différents collèges, différents niveaux et différents groupes d'âge. Donc c'est là que la préparation pour le monde professionnel est venue. Tes débuts professionnels, je pense que tu as eu quand même un bon coach. Écoute, Mauro Biello qui est venu donner quand même des bons conseils, je pense. Ça t'a aidé, ça? Dans mes débuts professionnels, dans les premières années, j'ai joué avec Mauro, donc c'était un de mes coéquipiers. C'était lui, au fait, de présenter à ce moment-là la figure, le joueur du club de l'Impact de Montréal. Donc, le voir aller, tu avais toujours quelqu'un comme lui qui pouvait donner des petits conseils. Puis en plus, il y avait quand même d'autres joueurs, Nick DeSantis, John Liniatis. J'ai eu la chance d'avoir Valerio Gazzola comme entraîneur les premières années qui m'ont donné beaucoup de bagages, qui m'ont aidé dans mon cheminement. Puis après ça, le beau côté du soccer, c'est que des fois, c'est cyclique. Et je retrouve Mauro Biello, qui est devenu mon entraîneur quelques années après. Et puis d'échanger avec lui en tant que joueur plus accompli, avec d'expérience et avec un coach. Maintenant, on avait la relation coach-joueur. Donc, c'était bien d'avoir Mauro, de voir que lui, dans sa structure, dans sa façon d'évoluer, c'était devenu joueur et entraîneur. Et puis moi, jeune joueur, avec qui on était coéquipier, devenir un joueur avec coach. Et puis là, maintenant, le voir aussi que là, il évolue avec l'équipe nationale canadienne. C'était bien de travailler avec lui parce que voilà, tu vois des gens d'ici qui se sont dans les corps et âme pour leur sport et puis qui continuent de vivre à travers leur passion. Donc, c'était bien de pouvoir échanger avec lui comme joueur et surtout comme entraîneur après. Est-ce que tu as préféré ton passage en Europe ou en Amérique du Nord? On s'entend en Europe, écoute, le soccer, c'est une religion là-bas. Là. En Amérique du Nord, c'est un sport qui est grandissant encore. Je pense que le meilleur est encore à venir, mais n'empêche que aux États-Unis, c'est le football. Au Canada, c'est le hockey, mais n'empêche, le soccer grossit. Mettons, là, si tu avais à choisir là, peut-être ta meilleure appréciation de ta carrière, ce serait où? Oh, c'est difficile, hein? C'est 18 saisons. J'ai eu la chance de faire la moitié en Europe puis une moitié à domicile. L'Europe, ça m'a raffiné. C'est que j'ai découvert le grand monde du soccer mondial.
même si je n'ai pas évolué dans les grandes ligues, d'aller en Norvège, d'aller en Allemagne, au Danemark, c'était de voir le soccer sous les yeux des Européens, où est-ce que tout le monde veut aller jouer. Et après ça, le bon côté, c'était de revenir à la maison, puis maintenant que l'Impact de Montréal était rendu en MLS, et de pouvoir démontrer mon savoir-faire et le raffinement de mon jeu, de ce que j'ai appris en Europe. Donc, je dirais mes meilleures années, clairement, quand j'étais au Danemark, mais j'ai eu le bon côté de pouvoir finir ma carrière où j'ai commencé, où ce que je croyais que j'allais peut-être pas revenir, et de finir comme je l'ai fait avec ma dernière saison et mon dernier match chez moi à domicile. Donc, je dirais que mes meilleures années étaient au Danemark. J'ai vraiment apprécié, puis j'ai vécu des moments sur le terrain de trucs que je regardais à la télé, puis que je pouvais dire, voilà, j'affrontais des grandes équipes européennes. Et là, après ça, la fin, c'est plus parce que, voilà, à l'Impact, c'était de réaliser que je pouvais finir et jouer, faire ma profession chez moi dans la grande ligue en Amérique du Nord et démontrer mon savoir-faire de joueur canadien, québécois chez moi. Est-ce que c'est plus dur de jouer pour l'Impact que de jouer ailleurs? Tu veux pas, t'es chez vous, t'es un Québécois, ton nom est partout. J'imagine que quand il y a des défaites, on prend ça peut-être encore quasiment plus à cœur parce que veux pas, monsieur, madame, tout le monde t'en parle. Mais en même temps, écoute, quand ça va bien, j'imagine que ça doit être pas mal plus florissant comme journée. Ça doit être des journées qui sont plus souriantes. C'est-tu dur de jouer pour l'Impact quand t'es un Québécois et t'es une vedette? Je veux pas dire que c'est dur parce que je joue chez moi, donc pas dire que c'est dur, tu es chez toi, tu joues dans la famille, mais tu as plus de responsabilités. Et quand tu es Québécois, il y a un double standard qui vient avec parce que tu es chez toi. Donc, est-ce que tu es là parce que tu es Québécois? Est-ce que tu es là parce que tu es un bon joueur? Donc, tu as toujours ce petit penchant-là qui fait que tu veux faire plus parce que c'était dans les siens. Et en plus, tu veux démontrer que c'est pas à cause que tu viens de la place que tu es bon, que tu es là. Que c'est parce que tu es bon avant tout et que venir de la place, c'est le extra qui en vient, mais bien que oui, il y a des moments qui sont pas évidents parce que quand tu gagnes, c'est bien, tout le monde te place encore plus sur le piédestal, mais quand tu perds, c'est toi qui en ingère un peu plus de la colère, la frustration, la déception des fans, de la famille, de tout le monde. Puis tout le monde sent vu qu'on s'identifie à toi, on va passer un message plus facilement à la personne qu'on considère qui est comme nous ou qu'on s'identifie à, que quelqu'un qu'on connaît moins qui ne connaît pas la maison. Donc, il y a des moments que c'est pas évident, mais moi, je ne veux jamais dire que c'était dur parce que je jouais chez nous. Si j'aurais pu faire toute ma carrière chez nous, peut-être que ça aurait été top, mais je crois que j'ai toujours vu ça comme une responsabilité. Et juste le facteur que oui, tu as un peu plus le Québec sur ton dos en même temps que tu joues. Mais le bon côté, c'est que il y a beaucoup de monde qui apprécie ce que tu fais, puis si tu le fais bien, puis si tu es authentique, les gens répondent bien à ça parce qu'ils sentent que tu les représentes bien. Donc moi, j'ai toujours vu ça comme une responsabilité, puis peut-être même un stimulus de plus de vouloir mieux faire. Je veux t'entendre rapidement sur 2-3 petites choses en terminant. Écoute, ton dernier match, OK, c'est sûr que soulever le trophée à la fin, c'est comme la meilleure fin, mais n'empêche que de ton côté, ta fin de carrière a été quand même assez appréciable aussi. Tu marques un filet, tes parents sont là, tu donnes ton bracelet à ton père de capitaine. Écoute, c'est émotif, c'était beau à voir, là. Oui, dans le monde de carrière professionnelle, on ne choisit pas sa fin. Parce que souvent, la majorité des joueurs l'annoncent parce que par blessure, par contretemps, par mécontentement de l'entente entre le club et ainsi de suite. Et moi, j'ai eu la chance d'annoncer que c'était ma dernière année. Et puis en plus, vraiment finir mon dernier match chez moi, au Stade Saputo, dans le club de mes débuts, à l'Impact de Montréal. Et surtout, devant ma famille et mes parents, ma femme, mes enfants, puis mes parents surtout parce qu'ils ont mis des heures, des sacrifices, des efforts pour que je puisse aller, pour moi et mes sœurs, d'aller faire du sport. Et là, j'en ai fait une profession, et puis ils étaient là. Ils ont été là dans mes bons moments, moins bons moments, mais jusqu'à la fin. En terminant, Patrice, est-ce que tu crois que tu étais vraiment maître de ton destin du début jusqu'à la fin de ta carrière, puis encore tu l'es aujourd'hui? Oui, je crois que les gens
vont apprendre dans le livre, mon parcours, mon histoire, c'est que oui, même si j'ai grandi dans les mœurs, culture d'un monde de hockey, et peut-être même un père qui en est devenu fan, moi j'ai suivi mon cœur, même à travers l'adversité, les embûches, suivre ma passion qui était le soccer, et j'en ai été maître de mon destin. Et je crois que j'en suis encore, parce que je vis de cette passion-là encore présentement. Donc, oui, maître de son destin, et à vous de suivre votre cœur aussi. Patrice Bernier, merci pour ton temps. Merci.